Alors, le taoïsme, chez nous, en Occident, on peut dire, il exerce une certaine séduction. Il y a 3 courants maintenant qui s'y réfèrent assez fréquemment, que je vais présenter en préambule, mais ça ne sera pas mon sujet. Moi, je m'essayerai de tourner plutôt vers le taoïsme lui-même. Le premier courant, c'est le courant de la décroissance et du non-agir. Vous avez certainement entendu parler de ces courants de pensée, qui, en général, voient dans les maîtres taoïstes les précurseurs, en particulier dans leur critique du productivisme ou de l'activisme, etc. Et souvent, par exemple, ils citent des propos de Lao Tse, qui sont ceux du tout début de son livre. C'est pourquoi le saint, alors on verra le problème de ce que ça veut dire le saint ou le sage, adopte la tactique du non-agir et pratique l'enseignement sans parole. Tous les êtres du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur. Donc il y a un processus de la nature qui est fondamentalement indépendant de notre agir à nous, et c'est ce processus de la nature que nous devons prendre en considération. Le saint, il produit sans s'approprier, il agit sans rien attendre, son œuvre accomplie, il ne s'y attache pas, puisqu'il ne s'y attache pas, son œuvre ne passera pas, son œuvre durera. Donc, pour vraiment agir, produire une véritable œuvre, il ne faut pas essayer de s'approprier, il ne faut pas essayer de s'attacher à ces choses-là, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est tout un courant qui, en général, se réfère fortement aux maîtres taoïstes. Le deuxième courant, c'est un courant libertaire, ni Dieu ni maître, parce que, en général, on apprécie à ce moment-là, on met en valeur chez les maîtres taoïstes leur refus des institutions, que ce soit l'État, que ce soit la famille, que ce soit le système, on dirait économique. Bon, on est dans l'Antiquité, donc on n'a pas une société tout à fait analogue à celle que nous connaissons. Mais enfin, c'est cette critique de toute institution qui est perçue par les taoïstes comme aliénante. Et c'est en quoi il s'oppose très profondément au courant qui, lui, met l'accent sur l'institution, que ce soit l'institution familiale, que ce soit l'institution souveraine étatique, que ce soit les relations statutaires, etc., entre les individus, qui s'appelle le confucianisme. Je lis par exemple dans le chapitre 19, « Renonce à la sagesse, répudie la connaissance, le peuple en tirera un centuple profit. Renonce à l'humanité, répudie la justice. » L'humanité, ça renvoie à la doctrine de Confucius qui veut que nous soyons des humains, que nous prenions, on dirait, nous prenions l'humanité, répudie la justice, donc c'est pareil, c'est les 2 vertus fondamentales du confucianisme. Le peuple reviendra à la piété filiale et à l'amour paternel, renonce à la technique et son profit, les voleurs et les bandits disparaîtront. Si ses propres préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit, discerne le simple, étreint le naturel, réduit ton égoïsme et refrène tes désirs. Donc c'est au nom d'un retour à la nature, un peu rousseauiste si vous voulez, que les libertaires prônent le taoïsme qui voudrait finalement que l'homme sorte de tous les liens qui l'attachent, en particulier les liens familiaux et les liens sociaux, en particulier les liens politiques. Les taoïstes, en général, n'acceptent pas de prendre des responsabilités politiques. Au sens, vous voyez, récemment, certains ont accepté ces responsabilités. Eh bien, cette idée de responsabilité ou d'obligation morale à l'égard du social, à l'égard du lien social, qui est au cœur même du confucianisme, c'est ce qui est récusé systématiquement par les taoïstes, qui ironisent, qui se moquent du pauvre Lao Tse, du pauvre Confucius, que le Confucius enseigne depuis des années et des années la vertu, et les hommes ne sont pas plus vertueux qu'avant, et même ils seraient plutôt pires. Donc arrête ces leçons de morale, renonce à la sagesse, renonce à la connaissance, donc à la connaissance des choses, c'est ce qui est prôné par l'étude confucéenne.
Troisième courant qui s'intéresse aussi au taoïsme, c'est un courant un peu mystique ou surtout maintenant pour nous esthétique, hein, qui est à la recherche d'une nature en nous, au profond, qui serait perdue, qui serait cachée justement à cause de tout les apparences sociales, les fausses valeurs, la richesse, le pouvoir, la gloire, etc. Et donc, il serait important de revenir à quelque chose d'essentiel que nous trouverions en nous sous une forme fondamentale d'énergie. Hein. Souvent, les courants qui s'y réfèrent, ça peut être la calligraphie, ça peut être la peinture, ça peut être les arts martiaux. Ils sont à la recherche du chi, ce qu'ils appellent le chi. Nous allons voir, c'est tout à fait important dans la pensée taoïste. Hein. C'est l'idée d'une énergie primordiale qui anime l'ensemble des choses du monde, des 10 000 êtres, comme on dit en chinois. Et parmi les 10 000 êtres, il y a bien sûr les humains. Hein. Et donc, dans le geste calligraphique, dans le geste pictural, dans le geste gymnastique, etc., on est à la recherche d'une énergie intérieure qui a besoin de s'exprimer, et nous allons voir pourquoi, qui s'exprime quand on fait le vide, qui s'exprime quand on ne cherche pas justement à exprimer par la violence ou la force, etc. Donc on n'est pas dans un exercice d'expression d'une force, mais au contraire d'une énergie interne, etc. Donc je prends le texte encore, un petit texte du Tao Te Ching. Hein. Le caractéristique d'une grande vertu réside dans son adhésion exclusive au Tao. Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Fuyant et insaisissable, il présente cependant quelque image. Insaisissable et fuyant, il est cependant quelque chose. Profond et obscur, il contient une sorte d'essence. Cette sorte d'essence est très vraie et comporte l'efficience. La véritable efficience, c'est retrouver l'essence des choses. Alors, par exemple, la peinture chinoise est à la recherche de l'essence d'une crevette ou de l'essence d'un crabe, etc. Elle ne cherche pas à les décrire dans leurs détails extérieurs, mais retrouver en eux l'espèce de force intérieure, comme par exemple dans ce caractère, qui est le caractère Tao, qui est justement qui est le caractère de la voix. C'est la voix, parce que le mot taoïsme, ça vient du mot Tao, et Tao désigne la voix. Alors, je vais laisser ces courants-là, mais c'est pour montrer à quel point aujourd'hui cette question du taoïsme est tout à fait présente dans beaucoup de publications ou de recherches contemporaines. Alors, je ne veux pas non plus faire l'inverse, un cours sur l'histoire du taoïsme qui serait à mon avis, de peu d'intérêt pour vous, sauf si vous vouliez vous-même vous y consacrer. Hein. Je vais dire quelques mots pour présenter un peu la doctrine, très rapidement, d'où elle vient, qui elle est, mais après on essayera de rentrer dans le dur, si vous voulez, à travers un certain nombre de citations des auteurs eux-mêmes. Alors, le taoïsme, d'abord, c'est une des écoles, on va dire comme ça, chinoise, telle qu'elle a été répertoriée par les penseurs du 1er siècle de notre ère en Chine, avec l'instauration de l'empire qu'on appelle l'empire des Han. Eh bien, c'est un petit peu comme les Romains, si vous voulez, qui, quand ils vont étudier les Grecs, vont essayer de classer des écoles, alors que les Grecs eux-mêmes n'étaient pas toujours organisés en écoles. C'est pourquoi l'école taoïste elle-même est discutable, est discutée. Alors aujourd'hui, est-ce que les penseurs taoïstes sont bien tous taoïstes, de même taoïstes, etc. Je laisse ce sujet-là. Disons que, globalement, quelles sont les écoles chinoises? Je vais vite. Il y a Tao Tia. Tia, ça veut dire école, ça veut dire famille. Donc l'école de la voix, Tao. Mais toutes les autres écoles prônent aussi la voix, parce que le mot voix désigne le chemin, l'orientation, la méthode, etc. Et les Confucéens ont leur voix, etc. Donc on a Kongzi, qu'on appelle Rutia, donc il y a l'école des lettrés, qui est ce que les jésuites vont appeler le confucianisme, et que depuis on appelle le confucianisme. Il y a ce qui va devenir plus tard
Fo-Tia, Fo c'est le Bouddha, hein, donc c'est l'école du bouddhisme. Le bouddhisme, il arrive en Chine bien après le taoïsme, puisqu'il arrive au mieux au 1er siècle, surtout au 7e, 8e siècle. Mais avant, il y a la voie généralement on connaît bien chez nous, c'est Yin-Yang-Tia, l'école du yin et du yang, hein, qui donne la base de la pharmacopée chinoise, de la médecine chinoise, de la gymnastique chinoise, etc. Hein, c'est l'école du yin et du yang, et c'est l'école matérialiste, on pourrait dire, en Chine, hein, c'est l'école d'observation, on observe, on expérimente, etc., comme font des pharmaciens, comme font des médecins, comme font des observateurs du ciel, etc. Hein, donc c'est toute l'école qu'on va appeler Yin-Yang-Tia, hein, et en fait, le taoïsme est une émanation qui va un petit peu sacraliser, consacrer cette école du yin et du yang en lui donnant cette fois une base cosmologique et une base presque religieuse. Hein. Puis il y a une école qu'on connaît beaucoup en Chine, qui est l'école du Fatia, l'école de la loi. C'est celle qui va être très très fortement, hein, qui va imprégner l'autoritarisme des empereurs. Et on peut dire que l'empire chinois va être un mélange de confucianisme et de légisme. Donc cette école de la loi, c'est une école de la dureté, d'une gouvernance presque despotique, hein, et qui est inspirée des écoles de stratégie. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler de la stratégie chinoise, hein, l'art de la guerre, etc. Il y a plusieurs ouvrages autour de ça. Je ferme ma parenthèse. Donc, le taoïsme existe comme école à partir du 1er siècle. Mais en réalité, il va se développer très rapidement sous un autre nom, hein, Tao, non pas Tao Tia, mais Tao Tiao. Tiao, c'est pas pareil. Hein. Tiao, ça veut dire enseignement et souvent en chinois, religion. Et quand on parlera après, les Occidentaux viendront en Chine et diront que c'est le pays des 3 religions, et on dira Tao Tia, Fo Tia et Gong Tia. Donc le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Hein, ça sera considéré comme les 3 religions. En réalité, hein, le taoïsme réel, c'est essentiellement, pour la plupart des Chinois dans l'histoire, plutôt quelque chose comme une religion que quelque chose comme un courant de pensée, un courant de sagesse. Hein. Donc on doit distinguer ce que nous appelons généralement, si vous voulez, la sagesse taoïste de la religion taoïste. Alors si on devait rentrer dans la religion taoïste, ce serait très très difficile parce qu'il y a un grand nombre d'écoles, c'était lié à des monastères, c'était lié à des pratiques, ils ont joué un rôle très très important dans l'histoire chinoise, ce serait extrêmement compliqué. En général, posture de rébellion, posture de très grande distance à l'égard du pouvoir impérial, et vous imaginez bien ce que ça veut dire, hein, ça veut dire rivalité, ça veut dire aussi, quand on est dans des monastères, c'est qu'on a des terres, qu'on a des rapports fonciers avec les serfs, etc., etc. Donc, mais si vous allez en Chine, vous pouvez encore, hein, visiter des temples taoïstes. Bien sûr, en général, on va voir les temples bouddhistes. Hein, c'est eux qui nous accueillent parce que c'est là où il y a vraiment encore des véritables moines et très, très pieux. Dans les temples taoïstes, en général, aujourd'hui, ceux qui sont là, ce sont des jeunes qui sont plus ou moins sans emploi, auxquels le gouvernement offre des CDD ou des CDI, à condition qu'ils entretiennent la maison, etc., qu'ils se déguisent, qu'ils fassent un peu de musique, parce qu'en Chine, dans les temples taoïstes, on fait de la musique pour produire l'harmonie du monde, etc. Donc, on est dans, si vous voulez, une folklorisation, hein, d'une religion qui a perdu son sens, mais auquel les gens viennent, que les Chinois viennent visiter, parce qu'on vient visiter à la fois, comme un grand nombre d'entre nous aussi quand on visite une cathédrale, à la fois on vient voir un lieu, parce que c'est toujours dans les montagnes, on vient voir un lieu magique, un lieu magnifique, on vient voir un ancien monument, on vient voir un lieu historique. Et est-ce on est vraiment pieux quand on met un peu un bâtonnet d'encens, etc. Bon, dans quelle mesure on joue à être religieux, etc. On est dans des relations compliquées, hein, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus de 70% des Chinois se considèrent comme non-croyants. Hein, se déclarent, c'est le pays au monde où il y a le plus de gens qui se déclarent comme non-croyants. Donc, je ne parlerai pas du taoïsme religieux, hein, je parlerai seulement du taoïsme philosophique. Ces taoïsmes philosophiques, en général, ils s'appuient sur 3 noms, 3 auteurs. Lao Tzu, Lao, Tzu, Tzu, ça veut dire le maître, ça veut dire aussi l'enfant. Le maître et l'enfant, et on va voir que c'est très très important dans le taoïsme.
Il y a un autre qui s'appelle Chuang-Tzu et un autre qui s'appelle Li-Tzu. Ce sont en général les trois grands noms principaux dont l'œuvre a été considérée comme la référence pour le taoïsme philosophique. Hein, voilà. Alors, nous, puisqu'on m'a invité à faire ça, je vais parler principalement de Lao Tzu, hein, mais en réalité, je vais me servir de différents courants. Pour une raison, c'est que Lao Tzu, c'est le papy, le vieux. Hein. Lao, ça veut dire vieux. Hein, ça veut dire vieux. Donc, c'est le vieil enfant, le titre, à Lao Tzu. Bon. Est-ce qu'il existait? Sa non-existence n'est pas attestée. Mais en même temps, il y a des récits considérables sur la vie bienheureuse de Lao Tzu. Ce qu'on peut dire trois choses quand même. Hein. S'il existait, il aurait été archiviste dans un... À l'époque, il n'y avait pas encore l'Empire, c'était des États nombreux qui se... un peu comme en Grèce, si vous voulez, hein, etc., qui étaient en conflit entre eux, hein, les royaumes combattants. Et il était archiviste. Alors, un archiviste, d'habitude, c'est plutôt quelqu'un qui est conservateur, qui respecte le passé. Au contraire, vous avez vu, Lao Tzu, lui, on fait table rase de tout ce qui existe, des formes institutionnelles, de la culture, etc. C'est retour à la nature, à la forme sauvage de la nature. Donc c'est un personnage un peu particulier. On comprend qu'il a démissionné de son poste, hein, et qu'il a voulu quitter ce royaume où les hommes ne l'écoutaient pas, n'étaient pas intéressés par ses propos, et lui-même n'était pas véritablement intéressé par l'humanité, hein, semble-t-il. Et donc, en quittant le territoire, il passe à un col, à la fameuse passe de l'Ouest, et le gardien, le douanier, ou je ne sais pas quoi, qui était chargé de surveiller l'entrée et la sortie, déjà en Chine, vous savez, les douanes, ça existe depuis longtemps, les passeports et tout ça, les visas, ils sont très très organisés, hein, c'est vraiment une chose... C'est pas le pays sans frontières, hein, on n'est pas dans ce jargon-là. Eh bien, le gardien lui dit, mais pourquoi tu t'en vas, etc. Et laisse-nous au moins quelque chose. Et il aurait dit, bon, d'accord, et c'est là qu'il aurait laissé le texte qu'on appelle, nous, Tao Te Ching, hein, le Tao Te Ching, qui est le livre de Lao Tzu. Hein. Donc, comme vous voyez, le fameux livre lui-même, on s'aperçoit que probablement il date, lui, seulement du IIIe siècle, alors que le début du taoïsme, en généralement, par exemple avec Chuang-Tzu, date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, pour aller vite, en Chine, les écoles dont je viens de parler, Confucius, etc., c'est tous à peu près du 5e, 6e siècle avant notre ère. Donc, c'est à peu près l'époque Socrate, Aristote. Ils auraient pu faire un G7, si vous voulez, avec Bouddha, etc., s'ils avaient eu les moyens de se rencontrer. C'est à peu près la même époque. Hein. Et si on regarde bien, c'est des structures sociales, c'est vrai aussi pour le bouddhisme, hein, des États où il y a une classe sociale relativement riche qui s'intéresse à l'écriture, qui s'intéresse aux sagesses, etc. Et donc ça crée évidemment une forme d'intelligentsia, hein, qui va être intéressée par des réflexions, des écritures, etc. Donc je reviens à Tao Te Ching. En réalité, les textes que nous avons de Tao Te Ching ne datent que du... Enfin, vous savez, aujourd'hui, avec les systèmes d'écriture, on reconnaît les mots, comment ils ont été écrits, etc. Et donc, en fait, on pense que les textes qu'on a datent seulement du IIIe siècle. Donc, est-ce que le texte daterait du siècle, de 2 siècles avant? Bon, c'est pas sûr, hein, voilà. D'autre part, donc, comme j'ai dit, son existence est difficile. Et surtout, le problème de l'ordre des textes, comment est écrit ce livre. Hein. Livre, alors, je n'ai pas donné la traduction, Tao Te Ching. Hein. Le Ching, ça veut dire classique. Donc, vous voyez que si on l'appelle classique, ça veut dire que c'est après qu'on l'a reconstitué comme classique. Et Tao, la voie, Te, la vertu. Alors, la voie et la vertu, est-ce que c'est la voie et la vertu, comme deux réalités d'enseignement opposées, ou aujourd'hui il y en a qui disent non, c'est la vertu de la voix, la vertu comme l'efficience de la voix, comment la voix agit vraiment, enfin bon bref, on n'est même pas d'accord sur le sens du titre, hein, vous voyez. Hein. Alors, c'est pour ça que les autres auteurs, c'est plus simple, pour Chuang-Tzu et pour Li-Tzu, on leur donne comme titre le nom des personnages, hein, comme on dirait le Montaigne au lieu de dire les essais, hein, ou comme on dirait, je ne sais pas, le Kant, hein, si vous voulez, au lieu de dire la critique, la raison, des choses comme ça. Donc les autres, c'est plus facile. Donc, mais là, Tao Te Ching, le sens est discuté. L'ordre même est discuté, je vous ai donné tout à l'heure les petits chapitres, mais paraissent totalement discontinus. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, quand on écrit sur des baguettes de bambou,
verticales et qui sont reliées avec des fils, en général, de soie ou d'autres, etc. Et le problème de ces fameux fils, c'est que les mythes et autres insectes en sont particulièrement friands. Donc quand vous ouvrez votre livre, hein, c'est comme quand ça sort de l'imprimante et que... Voilà, si vous n'avez pas paginé, or, l'écriture chinoise ne comporte, on écrit de haut en bas, de droite à gauche, ça on sait, mais elle ne comporte ni point entre les phrases. Les mots eux-mêmes ne sont jamais distingués les uns des autres, donc il y a chaque caractère. Est-ce que 2 caractères forment un mot ou est-ce que c'est 2 caractères qui ont une signification différente, hein? Les mots, les noms peuvent être des verbes, les verbes peuvent être des noms, les adjectifs peuvent être des verbes, peuvent être des noms, etc. Donc le statut grammatical que nous connaissons, nous, grâce avec notre latin, tout ça, il y a les verbes, il y a les... Je ne parlerai pas de la réforme de la grammaire, etc., la fonction attribut, je ne sais plus. Hein. Là, on n'a pas de problème dans la pensée chinoise, c'est pour ça qu'on appelle ça le mandarin. C'est une écriture un peu classique qu'il fallait connaître, qui n'était pas liée à l'oral, qui n'était pas liée à la langue concrète réellement parlée, qui était un petit peu la langue des intellectuels, des lettrés, hein, comme les mandarins. Donc si les baguettes, on les retrouve, comme on les retrouve actuellement généralement dans les tombes, quand elles sont conservées plus ou moins mêlées, dans quel ordre? Voilà, hein, donc il faut reconstituer ça. Donc vous voyez que l'ordre lui-même du livre, etc. J'arrête là-dessus parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on va prendre, nous, le corpus, c'est-à-dire on va prendre les 3 œuvres et puis on va essayer de se débrouiller. Et même pour démarrer, je ne vais pas partir des œuvres de Lao Tzu, hein. Je vais partir d'un taoïste célèbre qui est le plus grand poète chinois de la dynastie des Tang. La dynastie des Tang, c'est les Carolingiens, mérovingiens, carolingiens chez nous. Hein. C'est donc 6e, 7e siècle. Leur capitale, c'est Xi'an, c'est au cœur de la Chine, c'est pas du tout près de Pékin ou le Canton ou Shanghai, là sur la côte, hein, c'est vraiment dans le cœur central, la route de la soie, si vous voulez. Hein. C'est l'apogée. Li Pai ou Li Po, hein, c'est le plus grand poète, c'est un peu le Victor Hugo, considéré comme le grand poète. Il serait à la fois Victor Hugo et peut-être Rimbaud, hein, parce qu'il a une dimension particulière. Justement, hein, c'est moi le fou qui chante le phénix, c'est moi qui ris au nez de Confucius. Je brandis mon bâton de jade vert et je m'envole sur une grue jaune, à la recherche, au mépris des distances, des immortels au fond des 5 montagnes. Depuis toujours, j'aime vagabonder à travers ces montagnes magnifiques. Donc c'est le texte qu'il écrit, qu'il envoie à un important ministre de la cour, mais donc c'est un texte beaucoup plus long, je vous ai lu seulement le premier octet qui nous donne. Alors, comment le lire, comment le comprendre, hein? C'est en fait un texte qu'il faut décrire, qu'il faut décrypter avec la pensée taoïste. D'abord, la première chose, c'est moi le fou qui, c'est moi qui ris au nez de Confucius. Commencer en chinois par c'est moi qui, c'est moi que, hein. Moi, en général, ça, dans les interviews en France, c'est assez fréquent, mais en Chine, c'est absolument scandaleux, c'est absolument honteux de se présenter. C'est donc une façon provocatrice, hein, de s'affirmer, c'est une sorte d'individualisme qui est totalement impoli. Seul un insensé, seul un rebelle, si vous voulez, peut commencer par ces formules, et le fou qui chante le phénix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chanter le phénix? C'est moi qui ris au nez de Confucius, là on comprend bien, hein, voilà. Mais voyez, alors, chanter le phénix, alors il y a une première interprétation, hein, le phénix, c'est le symbole de l'impératrice, par opposition au dragon qui est le symbole de l'empereur. Donc on pourrait y voir, bon, une chanson de geste, hein, comme chez nous, ou une chanson comme à la Renaissance, les poètes de la Pléiade qui chantent, les chanteurs de cour, si vous voulez, hein, qui font une ode à l'impératrice. En réalité, c'est pas cela. Hein. C'est moi qui chante le phénix renvoie à une formule historique, hein, de Lippo, qui est l'habit d'un fou, un autre poème, hein, un personnage de la biographie justement imaginaire de Confucius, hein, qui justement était désigné par ses disciples courtisans comme phénix. Parce que c'est pareil que comme pour Lao Tzu,
pour Confucius, on lui a attribué une vie tout à fait particulière. Quand sa mère était enceinte, elle avait vu une licorne dans le ciel qui annonçait un heureux événement. Il y avait des troubles, il y avait des comètes qui annonçaient l'arrivée du phénix, etc. Donc le phénix désigne, si vous voulez, d'une manière un peu outrancière, le Confucius quand il était devenu en quelque sorte le maître de la pensée chinoise. Hein. Et donc, Phénix, regarde comme aujourd'hui la vertu n'a plus cours. Tu ne peux rien attendre non plus du futur. Aussi vain est le culte du passé. Quand le monde suit la voie, le sage triomphe. Quand le monde ignore la voie, le sage essaye de survivre. Donc, si vous reprenez ces phrases, hein, c'est des phrases qui dénoncent la pensée de Confucius qui croit au passé, qui croit en l'avenir, etc. C'est une vision extrêmement pessimiste. Hein. Félix regarde comme aujourd'hui la vertu n'a plus cours. Et donc on désigne Confucius. Toi qui prônes la vertu, toi qui annonces la venue de la vertu, toi qui dis que la vertu devrait sauver l'humanité, permettre à l'humanité de s'accomplir et à chaque homme de devenir digne de lui-même, hein, etc. Bon, voilà, la vertu n'a plus cours. Donc, on dirait aujourd'hui décliniste, hein, voilà, c'est le monde, où va le monde, hein. Tu ne peux rien attendre non plus du futur, aussi vain est le culte du passé. Donc, ni projet, ni passé, rien ne mérite l'intérêt. Quand le monde suit la voie, le sage triomphe, mais quand le monde ignore la voie, ce qui est le temps, hein, le sage essaye de survivre. Donc, c'est une moquerie de l'hippo à l'égard de Confucius. Hein, voilà. Donc, c'est une posture constante. Les taoïstes auront toujours une attitude relativement protestataire, non seulement protestataire, mais insoumise, j'aurais dit. Vous voyez, une sorte de rébellion systématique à l'égard non seulement de ceux qui disposent du pouvoir, de ceux qui ont le pouvoir, mais du principe même du pouvoir. Hein. Ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les institutions leur paraissent aliénantes. Hein. Et donc, ils n'ont qu'un rapport positif avec l'histoire, avec le passé. Alors, le passé, Confucius, c'est lui qui a valorisé le passé, puisqu'il considère que lui-même n'a rien écrit, qu'il n'a été que l'interprète des grands textes du passé, qu'il a remis en œuvre, les grands anciens, etc. Hein. Donc, la Chine, toute la pensée chinoise est une pensée qui honore le passé, qui honore les classiques, si vous voulez. Hein. Les classiques, c'est la présence vivante des textes du passé. C'est ça, un classique. Donc, le confucianisme, le taoïsme apparaît sous cette forme rebelle et le ricanement. Hein, je ris au nez de Confucius, qui est vraiment comme si chez nous on pouvait dire au XVIIe siècle, je ris au nez de Jésus-Christ, etc. Donc ça apparaît quelque chose de blasphématoire. Or c'est un très grand poète, c'est un poète rebelle. Hein. Après, il dit, je reprends ma petite citation, « Je brandis mon bâton de jade vert ». Bâton de jade vert, ça a deux sens. Hein. Le sens classique, le plus fréquent, le bâton de jade, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est le sexe masculin. Hein, voilà. Quand on le brandit, tout le monde comprend ce que ça veut dire, érection, donc vitalité. Vitalité. Hein. Mais en réalité, dans le taoïsme, ça a quelque chose de plus précis. Hein. Le bâton de jade vert désigne la voie, justement, de la médecine qui permet d'accéder à des formes de vitalité supérieures, hein, qui vont permettre même d'accéder à l'immortalité. Car il est à la recherche des immortels. À la recherche des immortels. Voilà les 8 immortels du taoïsme. Hein. Ils sont souvent gravés, on les retrouve dans les peintures chinoises, etc. Donc, il y a un panthéon taoïste de gens qui ont atteint à une forme d'immortalité. Donc, le projet taoïste n'est pas le bonheur sur terre, il est l'accession à une forme de vitalité particulière qu'on traduit, on verra pourquoi c'est difficile, par immortalité. Mais évidemment, c'est probablement pas tout à fait ce que nous appelons par immortalité. C'est sûrement pas l'éternité divine, ce n'est sûrement pas l'immortalité de l'âme que nous la connaissons, parce qu'on accepte la mortalité du corps, mais pas la mortalité de l'âme. Hein. Donc l'immortalité, c'est donc une façon qu'on a de vivre l'espace et le temps autrement.
au mépris des distances. Donc, on a abandonné le rapport aux distances. Depuis toujours, j'aime vagabonder à travers ces montagnes magnifiques. Les montagnes sacrées sont les lieux où vivent les immortels. Les taoïstes sont souvent des ermites qui se réfugient dans les montagnes. La montagne en chinois n'est pas simplement un lieu pour les randonnées ou pour même les promenades ou pour une expérience esthétique, le sublime, comme fait Kant, etc., quand on voit la montagne dans laquelle l'homme est petit. Je pense que vous avez tous vu des peintures chinoises où on voit un petit bonhomme qui marche au milieu des montagnes et il est en train de grimper la montagne. Alors souvent, il a à côté de lui un petit serviteur qui porte le pot à thé ou le sac de livres et il va s'asseoir à un moment donné au bord d'une rivière, généralement plutôt une cascade, et là il va contempler la cascade qui descend de la montagne. Donc la montagne et l'eau sont des symboles. En réalité, ce sont des œuvres, ces peintures ne sont pas des peintures profanes. C'est des peintures religieuses, au sens où elles marquent, un petit peu comme les tankas tibétains, elles marquent d'une certaine manière un idéal religieux, un idéal finalement de vie différente, de vie autre. C'est pas simplement la promenade du lettré qui se promène comme Rousseau pour l'herboriste, aller regarder les fleurs ou écouter les oiseaux. Bien sûr, ce rapport-là avec la nature existe, il y a un rapport sensible, il y a un rapport réel avec la beauté de la montagne, la beauté de la cascade, etc. Mais elles sont elles-mêmes la réalité fondamentale. Elles sont elles-mêmes le monde lui-même. J'ai goûté, je continue le poème, et c'est la fin, j'ai goûté au cinabre transmué qui fait que je n'ai cure de ce monde. Le luth du cœur fait sonner ses trois cordes, c'est maintenant que j'ai atteint la voie. Loin là-bas, j'aperçois les immortels au milieu des nuages lumineux. En avançant le lotus à la main pour rendre hommage à la cité de jade, mais j'entre désormais dans l'indicible, dans l'air qui domine les 9 cieux. Donc on voit bien que c'est un poème codé, si on ne connaît pas le texte, etc., quand on le lit, nous, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, etc. Mais en réalité, c'est extrêmement codé, il faut avoir une connaissance très fine de la pensée taoïste et de la religion taoïste. Le cinabre transmué, vous avez certainement vu aussi des personnages, le vieux personnage avec une espèce de gourde, qui se promène avec son bâton, en général avec un cerf, etc. Bon, c'est le typique, l'homme qui a atteint l'immortalité. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa gourde? Vous savez, c'est l'espèce de cucurbitacé vidé dans lequel il y a justement les pilules de cinabre, donc un oxyde de mercure, qui sont pour tous les pharmaciens enfin, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, en général considérés comme un poison extrêmement violent et rapide, mais les Chinois, comme souvent, entre le poison et le remède miracle et la panacée, etc. Donc, alors on traduit comme ça par cinabre, mais enfin c'est des pilules rouges qui auraient été la panacée de l'immortalité. Voilà. Le luth du cœur qui fait sonner ces trois cordes, bon, on comprend bien ici ce que ça veut dire. Les trois cordes, c'est le cœur. Ils connaissent déjà suffisamment d'anatomie pour voir dans le cœur les trois muscles qui feraient un luth, et donc qui fait sonner. Donc on a aussi une émotion, la valorisation de l'émotion. C'est pourquoi c'est un poète d'une grande finesse sentimentale, émotive, etc. Et puis j'aperçois les immortels au milieu des nuages. Donc la question qui a été posée quand on m'a demandé un peu de faire une réflexion, est-ce qu'il y a une voie du bonheur dans le taoïsme? Vous voyez que si c'est une voie du bonheur, elle est difficilement comparable avec nous, ce que nous pourrions appeler le bonheur. C'est pas le bonheur qui consisterait à la première gorgée de bière, ça c'est clair. C'est pas ce petit bonheur-là. C'est pas le bonheur qui serait une vie vertueuse, puisqu'on vient de voir que les taoïstes, à la différence de l'accomplissement confucéen, ne cherchent pas cette voie-là. Donc, c'est quoi cette voie? C'est une voie, vous voyez, qu'on pourrait appeler mystique. C'est tout à fait une voie mystique.
D'où la difficulté que les jésuites qui vont arriver en Chine ou les autres, comment se positionner à l'égard de ce courant de pensée, hein, comment l'interpréter. Je n'ai cure de ce monde, je ne m'intéresse pas à l'avenir de ce monde, encore moins à son histoire, à ses empereurs, etc. Hein. On connaît très souvent cette anecdote. On voit un moine taoïste qui est en train de faire le salut, la prière à un bloc de pierre, pour ne pas saluer l'empereur. L'empereur arrive, et au lieu de faire comme tous les fonctionnaires, baisser la tête, faire le coteau pour marquer sa référence au pouvoir impérial, hein, il se retourne et il salue la pierre. Alors la pierre, vous la connaissez si vous êtes allé en Chine, hein, ou si vous allez dans les jardins chinois, hein, c'est qu'il y a toujours un bloc de cailloux, je ne sais pas pourquoi, ils ont toujours des cailloux creux, etc. Et regardez ça, et c'est précieux, il ne faut pas y toucher, etc. Il y en a partout, etc. Donc la pierre creuse, la pierre de lune, il y a plusieurs noms, etc., qu'ils mettent en général, hein, sur un piédestal et qui est une révérence. Vous voyez que c'est la montagne, bien entendu, c'est le symbole de la montagne, c'est le lieu des immortels, c'est le lieu d'une certaine manière d'une vie autre, hein, c'est le symbole. Alors est-ce qu'on peut parler de paradis? Vous voyez, le mot ne convient pas tout à fait parce que ce n'est pas une autre vie après la vie, c'est la même vie qui est transmuée. Hein. On essaie de l'obtenir par les méthodes médicales ou des méthodes de gymnastique, etc. Donc c'est quelque chose qui est accessible à l'action humaine, qui ne dépend pas d'un salut. On n'est pas dans une doctrine du salut. Ce n'est pas l'opposition traditionnelle entre les doctrines du salut et les doctrines du bonheur. Les eudémonistes qui proposent un bonheur pour les hommes sur Terre, etc. Et puis les doctrines du salut qui proposent, qui disent qu'il n'y a pas de bonheur sur Terre, que c'est une vallée de larmes et que le bonheur ne peut être qu'ailleurs dans l'amour christique ou dans un autre monde. Hein. Donc il n'y a pas, on va le voir, hein, on n'est pas dans une doctrine du salut, et je vais essayer d'y revenir. Hein. Le deuxième point je voudrais rappeler, je vais faire un petit détour. Hein. Dans la pensée chinoise, comme dans la pensée occidentale, il y a en général une sorte de deux grands courants qui traversent les pensées, les différentes sagesses, parce que j'en ai présenté que quelques-unes, mais en réalité, si on prend l'histoire chinoise, on a comme ils disent, Païka, il y a 100 écoles. Hein, 100 écoles. Donc, il y a un très grand nombre de courants de pensée qui se sont battus et aussi mêlés. Hein. Par exemple, le mouvement Zen, le mouvement Chan, hein, c'est une synthèse du taoïsme et d'une forme particulière de bouddhisme. Donc, on va avoir aussi des mélanges, etc., en même temps que des divisions à l'infini et des querelles. Mais il y a deux grands courants quand même qui partagent. Hein. C'est ce qu'on appelle Rentia, la voie Tia. C'est donc la religion, l'enseignement, mais aussi, on peut dire, Jeune Tao, hein, la voie de l'homme. Jeune, c'est l'homme, hein, la voie de l'homme. Et de l'autre côté, Tien Tao, la voie du ciel. Hein. Et donc, il y a deux grands courants qui partagent le monde, hein, dans une relation. Alors, pour les uns, pour Confucius, la voie du ciel, par exemple, hein, je cite Confucius, et la voie de l'homme convergent. Donc, il y a un accord fondamental entre l'homme et le monde cosmique, entre le monde et l'univers. Hein, et l'homme peut s'y accomplir, et le ciel, en quelque sorte, constitue une sorte de doctrine, une sorte de conseil, on va voir son statut. Hein. Et puis il y a un autre courant, hein, qu'on pourrait appeler la voie, du ciel, hein, dans lequel, justement, l'homme, au contraire, ne trouve pas sa propre voie. Hein. Il est un peu perdu, il est un peu oublié. Hein. Et ça sera le cas du taoïsme. Hein. Dans le taoïsme, le courant fondamental c'est pas un humanisme, hein, si vous voulez, c'est pas un humanisme, c'est pas non plus une doctrine dans laquelle l'homme pourrait se trouver en harmonie avec le monde en répondant à ses propres aspirations spontanées, hein, si vous voulez. En effet, ça nous oblige à revenir sur le mot ciel, hein, le mot ciel, puisque tien, hein, chinois, tien. Si on regarde bien comment on fait le caractère, c'est le caractère de l'homme. Le grand homme, et il y a un trait au-dessus qui marque qu'il est sous
sous le ciel. L'homme, c'est l'homme d'abord. Bien. Le ciel a, évidemment, comme chez nous, un sens descriptif. Le ciel, c'est les étoiles. Le ciel, c'est bon, la Voie lactée, etc. Mais Tianxia, tout ce qui est sous le ciel, ça désigne l'univers en chinois. Tianxia, c'est l'univers. Hein. Sous, hein, Xia, c'est sous le ciel, ça désigne aussi toute l'humanité. Même nous, hein, même nous et on est dedans. Hein. Souvent, c'est les Chinois, quand ils disent Tianxia, tous les hommes, mais dans tous les hommes, des fois, tous les hommes, ça inclut même nous. Hein. J'ai fait un petit texte sur le Wei, l'étranger en Chine, et il arrive que la pensée chinoise soit universaliste et nous inclut aussi. Hein. Nous sommes des barbares, hein, nous sommes des barbares, mais certains d'entre nous sont presque cuits. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a les barbares crus et les barbares cuits, hein. Les barbares cuits, c'est ceux qui acceptent finalement la culture chinoise, c'est-à-dire les Vietnamiens, les Coréens, les Japonais, qui ont été fortement influencés par le confucianisme, par la pensée chinoise, et les crus, c'est les autres. C'est-à-dire, nous, normalement, on est des crus. Mais en venant ici, voilà, c'est pas encore les barbecues, mais déjà, vous rosissez. Voilà. Donc, le mot ciel est très important dans la culture chinoise, hein, il est très très important. Et Tianxia Ta Tzu, hein, ce qui est sous le ciel, le grand ordre, et Tianxia Ta Luan, le grand désordre. En chinois, comme nous on oppose depuis les Grecs le chaos et le cosmos. Hein, le cosmos, c'est l'univers en tant qu'il est ordonné, en tant qu'il est régulé, en tant qu'il est rationalisable, et qu'on pourrait le connaître, qu'on peut en avoir l'intelligibilité, avoir l'intelligence, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir trouver les lois de son cosmos, de son fonctionnement. Et toute la pensée grecque, c'est une connaissance du ciel, une connaissance des lois de la nature et de la maîtrise progressive, etc., etc. Et toute la pensée occidentale est évidemment articulée autour de ce savoir. J'ai parlé tout à l'heure de l'école de Yin et du Yang, hein, c'est une école qui veut considérer que tout ce qui est sous le ciel est ordonné. La question, c'est comment en connaître finement les lois, etc. Et puis, il y a Tianxia Taluan, c'est le grand bazar, c'est le grand chaos, c'est le grand désordre, c'est le grand chaos. Hein, donc, comment l'attribuer? Est-ce que ce chaos a un sens? Est-ce que c'est lié à notre intelligence réduite qui ne nous permet pas d'en avoir l'intelligence parce que ça nous dépasse? Est-ce que c'est une punition du ciel qui nous envoie inondations, cataclysmes, etc. pour nous envoyer des messages? Cette idée que le ciel parle, que le ciel signe, que le ciel envoie des signes, va être tout à fait importante dans la culture chinoise. Je vous rappelle que la naissance de l'écriture chinoise, hein, comment les caractères sont-ils nés? Les caractères sont nés d'une forme du chamanisme. Vous savez, le chamanisme, c'est le fait qu'on peut rentrer en quelque sorte en rapport avec des êtres vivants, nos grands-parents, des fantômes, des méchants, des dieux, des démons, etc., toutes sortes d'êtres. En général, dans une sorte d'ivresse ou en faisant tourner des tables, enfin il y a plusieurs méthodes. Je vous laisse les découvrir. Là, les Chinois, ils en ont trouvé une, ou plutôt double. On met des omoplates de buffle au feu, ou les carapaces, pas le dos, mais le plastron d'une carapace de tortue au feu, craquellement, puisque le feu fait éclater en quelque sorte, et se forment des signes. Et, comme Madame Soleil, Madame Ciel ici, peut décrypter le sens. Et petit à petit, ces tracés, ces caractères vont se stabiliser, ces formes vont se stabiliser pour devenir des caractères, et ces caractères vont devenir les
fondements de l'écriture chinoise. Alors ce processus est très lointain, vous imaginez bien, hein. Ce mouvement il est bien avant les auteurs qui eux écrivent déjà. C'est pas encore tout à fait normalisé l'écriture chinoise, et encore plurielle, etc. Mais elle est quand même extrêmement déjà très très stabilisée, puisque j'ai parlé tout à l'heure, hein, on sait les repérer à 30 ou 40 ans près des textes qui dateraient de telle époque ou de telle époque, parce que justement les formes d'écriture ou le sens de certains mots a varié, comme toujours. Hein. Mais ceci dit, aujourd'hui encore, hein, les Chinois écrivent avec les mêmes caractères qu'ils écrivaient au 1er siècle avant notre ère, hein, puisque c'est à ce moment-là, avec l'empereur, que sont fixés les caractères et qu'on fait le premier dictionnaire, si vous voulez. Hein. Alors évidemment, le sens change, parce que quand même, le sens, ça dépend de nous, de l'usage que nous en faisons, mais les caractères sont stabilisés, et il n'y en a que 54 000, hein, il suffit donc de s'y mettre assez tôt, et en général, si on s'y prend assez tôt, si on fait ça 5 à 6 heures par jour, peut-être qu'au bout de 15 ans, on arrive à 7 000 caractères, etc. Voilà. Donc personne ne peut jamais les retenir, les 54 000, mais tous les Chinois s'apprécient, se connaissent, et ils voient très très vite, par différents éléments, à quel type de connaissances on a en termes de nombre de caractères, parce qu'on n'utilise pas le même langage, les mêmes formes d'écriture. Si on écrit avec 800 caractères, comme la plupart, Mao, il avait fait des machines à écrire avec 2500 caractères, normalement ça devait être le journal du peuple, donc 2500 caractères, c'est ce que devrait maîtriser un élève à la sortie du primaire. Vous voyez qu'aujourd'hui on arrive à 5000 caractères quand on sort du secondaire, et alors les lettrés s'honorent d'utiliser donc des formes linguistiques différentes, etc. Donc je reviens à mon chamanisme. Vous voyez que c'est l'idée qu'à travers les fractures de plastron de tortue, etc., il y a des signes du ciel, que le ciel nous parle. Alors Confucius va nier ça. Le ciel est silencieux. Mais si le ciel est silencieux, pour Confucius, on va y revenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une voix du ciel. En fait, on peut connaître la voix du ciel en écoutant son cœur, en écoutant son cœur, en écoutant sa conscience, on dirait aujourd'hui, hein, bien sûr. Et donc, il y a une voix assurée pour l'homme. Donc, c'est bien un humanisme. Alors que, on va le voir, hein, le Tao, hein, qui peut se dire, n'est pas le Tao constant. C'est le début du Tao Te Ching, c'est les premières phrases, ça commence comme ça. Le Tao qui peut se dire n'est pas le Tao constant. Le nom qui pourrait le nommer n'est pas le nom constant. Pas de nom, ou booming, hein, quand il n'y a pas de nom, pour le commencement ciel-terre. Ayant un nom, la mère des 10 000 lettres. Pour comprendre. Hein. Voilà. On décrypte. Le Tao, donc la voie qui serait normalement la voie que l'homme devrait suivre, hein, la voie peut se dire, la voie qui peut se dire n'est pas le Tao constant, n'est pas la voie constante, n'est pas la vraie voie. Parce que comme ils n'ont pas l'idée de vérité, ils emploient le mot constant. Mais constant, vous voyez, ça veut dire on peut en être sûr. Bon, donc, quand on parle du Tao, c'est pas la bonne voie. En d'autres termes, le langage ne permet pas, notre langage humain, ne permet pas de connaître, de désigner, de décrire la voix. Elle est au-delà du langage humain parce que c'est une institution humaine, parce que c'est une construction humaine, que ce n'est pas une construction de la nature. La nature, il n'y a pas le mot Tao ne se promène pas dans les feuilles et dans les fruits de vos jardins qui attendent un peu d'arrosage, si j'ai bien compris. Le nom qui pourrait le nommer n'est pas le nom constant. Donc, non seulement il est indicible, mais il y a pas, on peut en chercher, on n'aura jamais le vrai nom. En outre, c'est inaccessible. Pas de nom pour le commencement ciel-terre. Donc, on dirait aujourd'hui dans notre jargon l'origine du monde. L'origine du monde ne peut pas être nommée, notre langage ne permet pas d'accéder à l'origine du monde. Mais, quand même, on peut nommer quoi? Les 10 000 lettres. Nous, les hommes, on est capable de nommer les choses. Alors on peut, un petit peu comme dans le christianisme, Dieu nous donne le droit de nommer les choses. Ça relève de... Donc, nous, on peut désigner les 10 000 lettres,
Mais ce qui est au-delà des 10 000 lettres, de tout ce qui est visible, de tout ce qui se passe, de tous les phénomènes visibles, parce que les 10 000 lettres, c'est tout ça. Hein, c'est 10 000 en chinois, ça veut dire wan, ça veut dire au-delà, la multitude, c'est l'infini, hein, si vous voulez, l'innombrable. Hein. Donc tous les êtres, quelque forme qu'ils soient animaux, végétaux, minéraux, etc. Donc ça, les hommes peuvent les désigner, les classer, les organiser, etc. Ça relève de notre pouvoir. Hein. Et donc ça nous amène à une réflexion hein, qui est sur le ciel. Hein. Le ciel, la pensée du taoïsme, c'est ce qu'on pourrait appeler une métaphysique de l'immanence. Hein. C'est-à-dire qu'il décrit une cosmologie, une conception du monde, hein, dont je viens de dire la difficulté, mais par lequel, quand même, bien que ce ne soit pas dissible, on ne peut pas le dire, mais en fait, quand même, le texte le dit un peu. Bon, comme on le sait, Lao Tse ne voulait pas nous enseigner, mais il a quand même fait son bouquin. Enfin, c'est à cause du gardien de la passe de l'Ouest, etc. Il n'a pas voulu, mais enfin, bon, il s'est laissé aller, etc. Voilà. Passons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 42. Le Tao engendre l'un. L'un engendre deux. 2 engendre 3. 3 engendre les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres portent le yin sur le dos et le yang dans les bras. Mais dans leur souffle, ils, yin et yang, réalisent l'harmonie. Bon, on a la Genèse en 5 petits vers. Le Tao engendre l'un. Tao, Sheng, Yi, 1. Ça s'écrit avec un trait. I, Sheng, Er, 2. 2 traits. 2, Sheng, 5. 3. 2 engendre 3. Et après, il y a les 10 000 lettres, je laisse. Mais voilà l'autre problème. Premièrement, vous voyez que c'est une cosmologie de l'immanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrière-monde. Dao engendre. Sheng, qu'est-ce que ça veut dire Sheng? C'est le problème clé. Sheng, ça veut dire naître. Par exemple, pour un homme, Sheng Je, le jour, Sheng Je c'est nous, jour, Sheng c'est naître. C'est l'anniversaire. Sheng Je, le jour de la naissance, l'anniversaire. Tiang Sheng, ça veut dire monsieur en chinois. Monsieur. Et si on regarde bien, Xiang, avant, Sheng, naître, qui est né avant. Un monsieur, c'est quelqu'un qui est né avant vous. Vous lui devez le respect. Donc c'est une manière de dire respectueux, tu es né avant, mon aîné, tu es plus vieux que moi, monsieur. Donc ça, on ignore bien évidemment la naissance réelle, hein, c'est une manière de désigner. Donc vous voyez, c'est naître. Ça désigne aussi l'ensemble de la production, qui chez nous, qui vient du mot naître aussi, qui est le mot nature, la natura, la naturelle, tout ce qui est naturel, tout ce qui naît, engendre. Alors on a traduit par engendrer, souvent on traduit le Tao engendre l'un engendre deux, deux engendre trois. Est-ce que c'est engendrer? Vous voyez que engendrer, c'est une relation en général qu'on considère comme masculine, hein, l'engendrement. Hein. Mais enfin, il y a quelque chose de commun qui est correct. L'engendrement, c'est produire quelque chose qui est du même genre que moi. Donc, l'origine du monde, si on peut employer ce mot, hein, vous voyez, ce n'est pas une divinité extérieur qui produit le 1 qui va produire le 2 qui vont produire le 3. On est dans la nature, on est dans l'ordre d'une réalité qui s'engendre d'une certaine manière naturellement. Donc, vous savez, dans la Genèse, il y a deux formes de divinité. Hein. Il y a Dieu qui fabrique le monde avec la terre, donc c'est une première école, donc c'est le Dieu artisan, comme on dit, hein, c'est le modèle artisanal de la création du monde. Et puis il y a le modèle chamanique, c'est Dieu qui souffle, et Dieu dit que le ciel soit, hein, et c'est sa parole qui produit. Donc ça, c'est la magie. Quand on produit par la parole, c'est le Dieu magicien.
Donc le dieu hébraïque, il est ou potier, hein, ou magicien. Mais il n'est pas de même nature. Il produit quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. C'est sa créature, le monde est sa créature. Tandis que vous voyez que le Tao engendre l'un. L'un, c'est absolument pas l'unique comme le veulent les musulmans, pour qui l'unicité de Dieu est absolue, et rien d'autre, les marabouts et tout ça doivent être détruits parce qu'ils portent atteinte à l'unicité de Dieu. Donc on n'est pas dans l'unicité. L'un ici désigne le chiffre 1 qui va désigner. Alors, de quoi s'agit-il? Vous voyez, c'est ce qui va... Alors, le 2, on le comprend, le 1, c'est quoi? Mais le 2, c'est yin et yang. Hein, c'est le yin et le yang. Donc, le 1, c'est quelque chose qui précède le yin et le yang. Qui va produire le 3. Le yin et le yang, c'est le 3. Alors, là, on a quand même des textes qui rappellent ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est que le 3 qui est entre le yin et le yang, qui fait que le yin et le yang sont dans des rapports d'opposition. Le yin s'oppose ou nie le yang. Je n'explique pas le yin et le yang, je crois que tout le monde comprend. Le humide, le sec, etc. C'est les oppositions qualitatives, etc. Donc ça s'oppose, mais je vous rappelle que le yin engendre le yang. Le yang engendre le yin, hein, c'est la forme bien connue de laquelle les choses, c'est au cœur même du yin que le yang se développe, et puis le yin éteint le yang aussi, donc il y a un effet aussi de destruction. Je passe sur toute l'économie compliquée. Donc le yin et le yang sont des formes très complexes d'opposition, négation, opposition, engendrement, contradiction. On va même jusqu'à une forme de contradiction. Mais pour qu'il y ait contradiction, justement, il faut qu'il y ait un rapport dialectique entre les choses. Et c'est ça le 1. Le 1, comme dans le 3, c'est ce qui fait que le yin est dans un rapport de transformation du yang, ou du yang, transformation du 1. Et c'est ça qu'on va appeler, on traduit généralement, le vide. Quand on veut en garder l'image, Lao Tse disait qu'on pouvait en avoir l'image, il prend souvent l'image de la roue et du moyeu. Pour que la roue puisse tourner, il faut qu'elle soit vide en son centre. Donc la vidité, le fait qu'il y a quelque chose qui est structuré autour d'un néant, alors on a quelquefois traduit par le néant comme ce qui appelle l'être, ce qui appelle la transformation, c'est ce qui fait qu'il y a un processus, c'est ce qui fait qu'il y a une transformation. Donc généralement, le 1, vous voyez, on l'a traduit aussi sous le nom de énergie primordiale. L'énergie primordiale, pour se mettre en œuvre, a besoin du yin et du yang. C'est dans le yin et le yang qu'elle va se réaliser à travers les 10 000 êtres. Au sein des 10 000 êtres, les 10 000 êtres vont être animés par les processus de yin et de yang. Mais il y a aussi un tiers terme, un terme intérieur, qui produit... Donc, quelquefois, on a dit c'est comme le Big Bang, vous savez, puisque Big Bang, Yin, Yang, etc. Voilà. Ça pose un problème. Alors, les Chinois sont en général assez fiers. Nous, on a déjà vu le Big Bang bien avant les Occidentaux, etc. Et la physique nucléaire ne fait que confirmer, etc. Bon, je laisse ce genre d'argumentation. Mais il y a quand même quelque chose de fin, de juste, c'est que le Yin et le Yang, on est bien dans un système qui oppose de plus et de moins, enfin des formes d'énergie, matière blanche, etc. Donc, comme toujours, on est dans des systèmes duels, si vous voulez, mais pour que ça s'oppose de manière active, il faut qu'il y ait un rapport de tension entre l'un et l'autre, et c'est ça qu'on va traduire souvent par chi, par le souffle. Donc l'énergie chinoise dans la conception taoïste n'est pas vue comme une énergie positive, comme une force, mais comme ce qui fait qu'il peut y avoir une force, comme ce qui fait que la force peut s'exercer. Pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'il y ait une demande, une attente, un vide, etc. Donc, on est bien, le taoïsme va être tout à fait marqué par cette culture du vide. Alors que dans l'école du Yin et Yang Tia, qui en est aussi à l'origine, qui emploie les mêmes concepts, etc., cet aspect de la vie du vide n'est pas tout à fait important. Dans la pensée taoïste, elle va être extrêmement importante. Et c'est grâce à cela
qu'on peut comprendre l'importance du non-agir ou d'autres choses comme ça, hein, qui sont liées aux conceptions de l'agir taoïste. Je reviens au passé, tout à l'heure, j'ai dit il y a deux grandes voies, hein, la voie de l'homme, la voie Zhen Tao, et la voie du ciel, etc. Donc la voie de l'homme, je vais arrêter ça, mais il faut la signaler parce que la pensée taoïste s'est construite constamment dans un rapport compliqué, tendu, de négation avec le confucianisme. On l'avait vu tout à l'heure avec Li Pai, avec le poème, hein, qui est quand même un texte de provocation à l'égard du confucianisme, et donc du pouvoir confucéen, et donc du système impérial, et donc, vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan idéologique, politique, social, etc. Et donc, cette voie de l'homme, faut la citer, c'est la voie de Confucius. Alors, qu'est-ce que c'est que la voie de l'homme, hein, justement? Pour Confucius, le ciel ne parle pas, mais il y a une voie de l'homme. Cette voie de l'homme, allons vite, hein, elle est fondée sur deux grands piliers qu'on a cités tout à l'heure. L'humanité, jeune, hein, en chinois. Et le mot jeune, c'est le même mot que l'homme, ça se prononce de la même façon, mais ça s'écrit autrement, ou plutôt ça s'écrit avec le mot jeune, le mot homme, mais on met ajouté deux. On met deux. Donc homme et deux, ça produit le fait que l'homme est être de relation. Le fait que l'homme est toujours avec un autre homme, hein, qui a, on dit quelquefois, l'altérité au sein de l'identité. Hein. Il n'y a pas. Et donc, c'est fondamentalement ce qu'on traduit quelquefois par bienveillance, mais généralement on traduit par vertu d'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vertu d'humanité? C'est vite, hein, parce que ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais ça mérite tout de même d'être entendu. Hein. Cette vertu d'humanité, c'est le fait que je dois, pour m'accomplir, agir de la façon que j'aimerais que les autres agissent pour moi. C'est pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, qui est la forme négative. Là, c'est la forme positive. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'il te fît. Avec un accent chapeau. Donc, c'est ce principe, vous voyez que c'est un principe de morale universelle en réalité. Hein. Ça veut dire que tous les hommes sont d'égale dignité et que tous les hommes méritent notre respect, nous dirions aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, même beaucoup d'entre nous voyons déjà dans l'école confucéenne, dans les premiers textes de Confucius et surtout chez Mencius, un de ses disciples très important, quelque chose comme les doctrines proches de ce qu'on appelle les doctrines de la reconnaissance. Hein. Reconnaître en autrui toujours un autre humain et voir en l'autre un autre soi. Hein, vous voyez. Donc, on est dans des doctrines on peut aller autour de doctrines de la reconnaissance. Donc, chez Confucius, il n'y a pas non plus de doctrine du bonheur. L'homme n'est pas destiné à être heureux. Le ciel ne parle pas, je l'ai déjà dit. Hein. Et l'homme ne va pas être heureux. L'homme est fondamentalement grand, non pas par un bonheur qui lui serait promis, mais par les obligations, les responsabilités qu'il va pouvoir assumer. Un homme né en chinois, un homme noble, un homme de valeur. Hein. Il y a l'homme de valeur et l'homme de rien, l'homme de peu. Hein, bon. Le manant et le noble. On reprend ces mots anciens, si vous voulez, et on leur donne cette fois une valeur morale. Donc ce n'est plus... enfin, l'homme de peu, c'est ça, hein, c'est l'homme qui n'était pas un noble, hein, qui était un manant. Bon. Eh bien, l'homme de valeur, c'est l'homme qui agit pour l'universel. Hein. Confucius le dit très clairement, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'humanité, etc. Donc, on est dans un humanisme universalisant, hein, et dans lequel les hommes se définissent fondamentalement par leur sens du devoir. Plus les hommes accomplissent leur devoir, plus d'une certaine manière ils sont humains. Donc leur humanité est liée à leur sens des obligations. Que le père joue le rôle du père, que l'empereur joue le rôle de l'empereur, la mère joue le rôle de la mère, etc. Qu'on accomplisse l'ensemble de ces obligations sociales, car il n'y a pas non plus d'obligation qui ne soit pas sociale dans la pensée de Confucius. Ce n'est pas une vertu désintéressée comme chez Kant.
Elle est toujours liée aux intérêts sociaux, aux valeurs sociales, à la réalité sociale. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du confucianisme, parce que ce n'est pas notre sujet. Hein. Mais vous voyez qu'on est dans un monde dans lequel l'harmonie peut être réalisée si les hommes ont tous, les uns pour les autres, l'humanité, et j'ai oublié tout à l'heure, dire, on a traduit par justice, le sens de l'équité, ou le sens de la valeur de la justice, hein, ce qu'on appellerait chez nous la droiture, si vous voulez, hein, quelqu'un qui veut la justice, qui fait la justice, et qui a un respect pour la justice. Le mot justice étant pris dans un sens très large, hein, ce qui est conforme à ce qui est aux obligations respectives des uns pour les autres. Vous voyez que si on atteint cette forme d'humanisation, hein, principalement par l'éducation, on accède à une forme d'harmonie, hein, donc à une société harmonieuse, mais le mot bonheur, on ne le retrouve pas en chinois, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le mot bonheur a plutôt un sens très concret, c'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est les honneurs, c'est quand un grand-père a 100 petits-enfants, quand on est 5 générations sous le même toit, vous voyez, ça c'est le vrai bonheur, hein, 5 générations sous le même toit, vous voyez, les belles-mères, les belles-filles, etc., sur 5 générations. C'est tout bon, ça, c'est tout bon. Eh bien, voilà les formes de bonheur auxquelles les Chinois se promettent. C'est pas sûr qu'ils cherchent tous à le réaliser aujourd'hui. Hein. Mais enfin, c'était ça, si vous voulez, dans la culture chinoise, etc. Et aussi, surtout, réussir l'examen. Réussir l'examen, passer les examens impériaux, ça c'était aussi une des 3 formes du bonheur. Donc le succès à l'examen était la réussite sociale, si vous voulez, hein, c'était tout à fait au cœur de l'idée de bonheur. Ce n'est pas le confucianisme, hein, ce n'est pas la pensée de Confucius. La pensée de Confucius, c'est plutôt l'étude et l'accès à ses obligations. Je n'ai pas le temps de rentrer plus longtemps parce que c'est le taoïsme qui m'intéresse. Alors le taoïsme, lui, qu'est-ce que c'est que la voie, finalement, hein, puisqu'on a vu, le monde nous dépasse, il est engendré, il est des processus. Donc, est-ce que l'homme a une place? Poème taoïste encore, du même époque, la dynastie des Tang, Chen Xiang. Regardant devant, je ne vois pas les hommes du passé. Regardant derrière, je ne vois pas les hommes qui viennent. Contemplant l'infini du ciel et de la terre, je me sens seul et je fonds en larmes. Regardant derrière, je ne vois pas les hommes du passé. Il n'y a pas d'hommes qui méritent l'honneur de la mémoire. Hein? Tous ceux qui ont les grands hommes, rien ne mérite ça. Regardant devant, je ne vois pas les hommes à venir. Hein? Pas d'avenir infini du ciel et de la terre. Je me sens seul et je fonds en larmes. L'expérience taoïste est d'abord une expérience. Alors, est-ce qu'on peut employer ce mot-là? Mais je pense qu'on peut employer le mot nihiliste. Hein. C'est le monde n'est pas fait pour me donner un sens à ma vie. Hein. Deux phrases. 5e chapitre. Le ciel et la terre ne sont pas humains. Ils traitent tous les êtres comme chiens de paille. Le saint, donc le sage taoïste, n'est pas humain. Il traite le peuple comme chien de paille. Alors qu'est-ce que ça veut dire traiter comme chien de paille? Dans les fêtes, dans les cérémonies funéraires en Chine, mais aussi à Qingming pour la fête de la Toussaint chinoise, si vous voulez, hein, on porte aux morts sur leur tombe tout ce dont ils ont besoin. En général, on brûle de l'argent. Hein. Vous avez tous vu peut-être des Chinois qui brûlent des faux dollars, des 10 000 $, 100 000 $, etc. Bon. Ce
sont tous riches à ces jours-là. Hein. On achète ça par des paquets de 50 billets de 500 000 $. Et on les brûle pour les anciens, parce que les morts, ils peuvent avoir besoin de sous pour circuler, pour se payer, etc. Mais on leur offre la nourriture. On apporte en général un fruit, un petit peu de riz, etc. Et puis on apportait, comme on mettait dans les tombes, ce qu'on appelle les minchis, si vous allez en Chine, vous allez voir dans les musées, justement ce qu'on a retrouvé dans les tombes, c'est des statuettes qui symbolisaient, parce qu'avant c'était les êtres réels, leurs domestiques, les animaux favoris, l'animal, le chien, le cheval, hein, qui étaient sacrifiés et qu'on mettait dans la tombe avec... alors on parle bien sûr des tombes de princes, de rois, etc. Hein, mais en général, une partie du personnel, hop, hein, voilà, et pour accompagner le grand mort. Hein, c'était un honneur même d'aller dans la même tombe que lui. Hein. Beaucoup de femmes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on mettait des arches de chasteté, hein, elles-mêmes ne survivaient pas, voulaient mourir avec leurs compagnons. Avec les 30 autres concubines, hein, parce que quand même on n'était pas tout seul. Hein, bon. Et ça faisait partie aussi d'une preuve de véritable fidélité conjugale. Puis heureusement, quand même, ça c'est bien avant quand même Confucius, hein, déjà, ou Lao Tse, hein, on a inventé des statuettes hein, en plâtre, en terre, etc. C'est plus facile à faire. Hein, c'est moins coûteux aussi. Bon. Et en particulier, quand c'est sur une tombe qui est déjà bien vieille, etc., on ne fait pas des statuettes, parce que les statuettes, on les mettait à l'intérieur du tombeau, si vous voulez. On faisait des animaux, des chiens, le chien, souvent, c'est l'animal fidèle hein, de l'être aimé, hein, chien de paille. Et qu'est-ce qu'on fait? On les enflamme, puisqu'il faut qu'ils partent avec l'ancien, avec le mort, etc. Donc, comme pour les billets, hein, on les brûle. Hein. Donc, traiter comme chien de paille, c'est évidemment... On enflamme, et le vent, surtout c'est toujours un peu la période un peu... Alors c'est pas la Toussaint chez nous, c'est pas novembre, mais c'est mars, hein, si vous voulez. Donc c'est quand même les périodes ventées, pluie, etc. Donc en général, les tombes sont... tout ce qu'on a apporté est dispersé, etc. Donc traiter comme chien de paille, c'est finalement brûler, puis ça disparaît, ça ne vaut rien. Le ciel et la terre ne sont pas humains, il traite tous les êtres comme chiens de paille. Le saint n'est pas humain, il traite le peuple comme chien de paille. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'humanisme de Confucius. Hein? On est dans une culture de... Il n'y a pas de valeur morale, hein? Il n'y a pas de bonne voie qui serait la bienveillance, parce qu'habituellement, traiter le peuple avec bienveillance. Hein. Le sage, c'est celui, toute la pensée de Confucius, qui traite le peuple avec bienveillance, qui veut le bien du peuple. Alors, on n'est pas dans une conception républicaine hein, de l'intérêt public, mais on est quand même dans une conception du peuple, où le peuple a toujours raison, d'ailleurs, en plus dans Confucius, c'est la voix du peuple est tout à fait important. Donc, traiter le peuple avec bienveillance, on l'a vu sur la base d'une éthique de la reconnaissance et de la réciprocité. C'est quand même le cœur de l'éthique chinoise, confucéenne, mandarine. Hein. Et ici, le taoïsme apparaît vraiment comme une très grande violence. C'est écrit, c'est Lao Tse, hein. C'est le 5e chapitre. Quand je dis chapitre, c'est quelques dizaines de vers. Hein. Donc on est dans un texte tout à fait classique. Hein. L'espace entre ciel et terre ne ressemble-t-il pas à un souffle de forge, bien que vide intérieurement, il ne s'épuise jamais. Plus on le meut, plus il exhale. Plus on en parle, plus vite on aboutit à l'impasse. Mieux vaut s'insérer en son intérieur. Donc, l'idée que le cosmos nous broie, nous naissons, nous mourrons, nous souffrons, etc. Tout ça, c'est un processus qui est au-dessus de nous et auquel, finalement, nous n'avons pas l'intelligence. Nous ne pourrons pas le régler. Hein. Nous sommes dans un univers qui nous brasse, qui nous fait mourir, c'est ça. Hein. Et donc, voilà, on est parmi les 10 000 êtres, et on est anonyme, et on est sans nom, etc. D'où hein, les 5 ou, hein, ou, je vais peut-être arrêter sur ce point pour laisser un peu de débat, hein, ou, oui, ne pas agir, non agir, hein, ou signe, ne pas avoir de nom, ne pas avoir de notoriété, hein,
et puis ne pas avoir de moi. Ne pas croire à l'existence d'un moi. Qui suis-je, moi? Qui suis-je, ce moi? Alors, cette critique d'abord du moi est fondamentale dans la pensée chinoise, et aussi on trouvera ça dans le bouddhisme. L'idée que je suis moi, je suis quelque chose. Vous voyez, alors que je ne suis qu'un chien de paille, que je vais naître, mourir parmi les 10 000 êtres comme tombent les feuilles mortes, etc. Donc, on pourrait y voir un petit peu une sorte de pré-romantisme, cette idée on appartient à une immense nature dans laquelle l'homme, comme René sur ces montagnes, qui crie « Qui suis-je moi ?» etc. Où suis-je, puis-je, que puis-je, etc. Donc, ce sentiment de la solitude, ce sentiment de n'être pas reconnaissable, de ne pas avoir de nom, enfin le nom n'a aucune importance puisque on va être brassé parmi les 10 000 êtres. Cette non-ipséité, cette non-identité de soi à soi, on le voit dans différents éléments des textes. Par exemple, il y a, vous savez, un célèbre texte de Chuanzi qui se demande, quand il rêve qu'il est un papillon, est-ce qu'il est un homme qui rêve qu'il est un papillon, ou un papillon qui aurait conscience d'être un homme en train de rêver qu'il est un papillon. Donc, cette crise de la connaissance de soi, cette crise, vous vous rappelez, nous oublie la connaissance, le texte que je vous ai dit. Il n'y a pas un savoir qui permettrait une connaissance métaphysique réelle, parce qu'on est dans un univers qui nous dépasse très largement. Alors, comment quand même agir? Chuanzi va proposer quand même une réponse. C'est ce qu'il appelle la capacité intégrale. Alors, la capacité intégrale au sens d'intégrité, au sens où on se retrouve quand même. La mort et la vie, la durée et la destruction, la misère et la gloire, la pauvreté et la richesse, la sagesse et l'ignorance, le blâme et la louange, la faim et la soif, le froid et le chaud, voilà les vicissitudes alternantes dont le cours constitue le destin. Ils se succèdent comme le jour et la nuit, sans qu'aucune puissance humaine puisse fixer leur origine. Quiconque ne se laisse pas affecter par ces événements garde son âme intacte. Il conserve son équilibre, son aisance et sa bonne humeur. Il s'adapte à tous et à toutes les circonstances. Celui-là possède la capacité intégrale. Donc, la proposition qui va être faite, qu'on va retrouver dans le concept d'immortalité, c'est que l'homme, finalement, accepte de se fondre dans ce monde cosmique dont j'ai parlé tout à l'heure, dans cet univers. Il doit se fondre dans cet univers, en accepter le terrible destin. J'ai pris, vous rappelez toutes les oppositions, la faim, la soif, la richesse, etc. Toutes celles-là, il n'y en a pas qui soient bonnes et d'autres qui soient mauvaises. Les unes et les autres ne sont que des vicissitudes, mais finalement, ce qui importe... Alors, est-ce qu'on est dans un fatalisme, puisque d'une certaine manière, s'intégrer, c'est les accepter, mais est-ce qu'on peut ne pas les accepter? Donc, fondamentalement, l'idée, c'est qu'on ne peut pas ne pas les accepter, c'est une naïveté. Elles sont là. Elles ne dépendent pas de nous. Nous sommes comme chiens de paille, je ne reviens pas sur cette métaphore importante. Donc, la seule façon, c'est ni de les vouloir, ni de ne pas les vouloir, c'est de vouloir cette puissance cosmique, c'est reconnaître cette puissance cosmique en nous-mêmes, et donc retrouver en nous, dans notre relation âme-corps, parce que dans le taoïsme, il n'y a pas de séparation duel entre l'âme et le corps, entre l'homme qui serait un corps et un avenir en tant qu'être spirituel, etc. Et il n'accepte pas cette forme doctrinale. Donc, on est dans la recherche de la vitalité.
On est dans une simple recherche de la vitalité. Et la montagne, avec la cascade, c'est la métaphore de cette vitalité. C'est le cosmos. Hein, c'est le cosmos. La montagne, pourtant pour nous, la montagne n'est pas un lieu d'accueil. C'est pas la plaine. Hein. Donc le sage ou le saint confucéen, on peut parler de saint parce que c'est justement, ce n'est pas une sagesse, ça ne propose pas une véritable sagesse. Hein. Ça propose d'une certaine manière un oubli total de soi. Alors, on ne recherche ni la gloire, etc. Donc, je n'insiste pas. Le wooming, le pas de nom, hein, on n'a pas besoin de la notoriété, d'avoir un nom. On va disparaître, les hommes du passé, les hommes d'avenir, etc. Tout ça, ça va être balayé par l'univers. Hein. Donc, c'est une pensée qu'on peut voir comme très pessimiste, parce que quand même, c'est très proche hein, d'une sorte de nihilisme, mais il faut le vivre dans la joie. Il faut chevaucher le vent. Il faut chevaucher le vent. C'est-à-dire, il faut qu'en soi-même, on réalise qu'on n'appartient ni à l'espace, ni au temps, mais qu'on est pure énergie, qu'on est soi-même pure énergie. Et c'est ce courant-là, hein, beaucoup plus que l'école du non-agir, qu'on généralement on réutilise, hein, mais vous voyez que le non-agir, c'est l'idée que... parce qu'il y a plusieurs non-agir en chinois. Il y a un non-agir confucéen, un non-agir légiste, etc. Le non-agir taoïste, hein, c'est l'idée que nous sommes pris dans des processus de transformation, de métamorphose auxquels nous ne sommes pas, dont nous ne sommes pas maîtres. Alors, en ce sens, les courants dont j'ai parlé tout à l'heure sur le non-agir ou sur le non-productivisme, c'est l'idée qu'on déclenche des processus sur lesquels, dont nous ne sommes pas maîtres et que, d'une certaine manière, on engendre des processus qui ensuite vont nous échapper, voire même nous détruire. Hein. Bon, c'est ce courant de pensée-là. Dans le taoïsme, c'est l'idée que les choses, de toute façon, se réalisent selon leur propre loi, hein, selon leur propre processus qui, dans l'ensemble, reste mystérieux. Hein. Il y a fondamentalement un rapport de solitude et de mystère à l'égard d'un univers qui n'est pas mauvais, qui n'est ni bon ni mauvais. Un yin, un yang, tel est le Tao. Ce qui en résulte, c'est bon. Un yin, un yang. Donc le yin, le yang, le monde, la naissance, la mort, c'est bon. Est-ce que ça fait une doctrine de bonheur ? Pas trop pour nous. Hein. Pas trop pour nous. Parce que nous, on aimerait bien, alors je ne parle pas nécessairement la gorgée de bière, mais on aimerait bien l'idée d'une nature qui s'accomplit. Ça, c'est la conception, évidemment, grecque. Hein. C'est l'idée qu'on a une sorte d'essence, et quand on réalise pleinement ses talents, sa vocation, individuellement ou collectivement. Hein. Alors, pas le collectif chez les taoïstes. On raconte toujours cette histoire. Hein. Chuang-Tzu était renommé pour son intelligence. Vous imaginez bien, il a écrit des livres, etc., une grande finesse, un texte magnifique, etc. Donc, plusieurs princes auraient voulu l'avoir comme, vous savez, s'entourer d'une cour d'intellectuels, etc. C'était brillante, etc. Et donc, on lui demandait de venir prendre ses responsabilités. Et donc, un premier ministre est envoyé pour aller s'adresser à Chuang-Tzu, frapper à sa porte, et Chuang-Tzu est en train de pêcher à la ligne dans un marigot à côté de sa petite paillasse, parce qu'il vit sous une cabane de paille, vraiment au bout du bout là-bas, voilà. Et il refuse de répondre, alors le ministre s'en va, dépité, il revient chez le prince, et alors le prince envoie son premier ministre pour aller voir Chuang-Tzu en lui disant vous êtes intelligent, vous êtes cultivé, le prince serait honoré de vous avoir, etc. Et Chuang-Tzu répond vous voyez là la tortue qui est dans la bouillasse là ? Est-ce qu'il y a une tortue au palais royal ? Alors, le Premier ministre, ben oui, la fameuse tortue. Si vous allez dans les temples chinois ou dans les trucs, il y a toujours une tortue sur laquelle il y a la tombe, il y a la stèle
d'un personnage. Donc la tortue marque la longévité et surtout la noblesse d'un personnage, etc. Ah oui, il y a une tortue de pierre, hein, et devant laquelle nous nous inclinons tous les matins. Hein. Et Chuanzi il dit, qu'est-ce que tu préférerais, alors il s'adresse bien sûr à tutoie le premier, qu'est-ce que tu préférerais être, la tortue de pierre du palais impérial ou la tortue qui bat sa queue dans la bouillasse ici, hein. Donc, vous voyez, la tortue qui bat sa queue dans la bouillasse, c'est la vitalité. Elle vit vraiment, elle vit pleinement. Hein. Autre exemple pour le non-humanisme, la solitude. Cette fois, c'est une histoire dont on dit qu'elle concerne Lao Tzu. Lao Tzu vient de perdre son épouse. Et ses amis, quelques jours après, viennent lui rendre visite et il trouve Lao Tzu en train de chanter à tue-tête dans sa maison, avec une joie de vivre manifeste. Et alors ses amis lui disent Lao Tzu, nous sommes contents de voir que tu es bien remis, vraiment ça va, la santé est bonne, etc. Mais quand même, j'espère que tu n'es pas trop affecté quand même par la mort de ta femme, etc. Et Lao Tzu, il répond, ben oui, j'ai été affecté par la mort de ma femme, j'ai pleuré quand elle est morte, mais maintenant elle est morte. À quoi bon pleurer? Donc, vous voyez, cette idée qu'il n'y a pas besoin de se faire souffrir en pensant à un événement qui n'était pas un événement. Il n'y a pas d'événement dans le taoïsme, au sens où des choses importantes, significatives. Il n'y a que des transformations, des métamorphoses qui sont celles d'un ordre cosmique qui nous dépasse. Je crois que vous pouvez retourner à votre barbecue parce que vraiment, la soirée a été dure, hein, franchement. Bravo.